un vrai bonheur de vous recevoir aujourd'hui Merci. et de permettre à nos auditeurs de découvrir qui est l'homme derrière tout ce que vous avez fait. Vous avez fait de la politique, vous êtes un médecin oncologue et vous présidez aujourd'hui l'Institut Pierre et Marie Curie. Donc Oui, une vie très très riche oui. dont on va parler, mais ce que je voudrais, c'est vraiment découvrir tout le savoir-être qu'il y a derrière ce savoir-faire. Alors, nous sommes ici dans un studio pour lancer la première émission qui s'intitule En introspection, pour justement mieux connaître les dirigeantes et les dirigeants qui gouvernent les sociétés en France, de toute taille. Et on va commencer la première question. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour que les auditeurs Écoutez, vous écoutent? j'ai 73 ans déjà. Vous en faites Euh, 10 de moins. Mais voilà, merci. J'ai fait ma médecine, j'ai été interne des hôpitaux de Lyon, pédiatre. À l'issue de mon internat, pour succession de hasards, je me suis retrouvé au centre anticancéreux, le centre Léon Bérard. Normalement, c'était pour faire de la cancérologie pédiatrique, mais pour des raisons financières, on m'a demandé de faire aussi de l'adulte, ce qui fait que j'ai fait une carrière assez atypique en développant à la fois de la cancérologie pédiatrique et de la cancérologie adulte en hématologie. J'ai développé un laboratoire, une unité de recherche, j'étais un peu en pointe dans les histoires de greffe de moelle. Et puis à l'âge de 40 ans, de façon un peu pas prévue au programme, je me suis retrouvé directeur du centre Léon Bérard, c'est-à-dire d'une entreprise qui à l'époque faisait 1000 personnes, qui était une très belle clinique qui soignait bien les malades, mais où il n'y avait pas vraiment la dimension enseignement-recherche. Donc je suis resté 20 ans à la tête de cette boîte. Quand j'en suis parti, on avait multiplié par 4 le nombre de malades, on avait 500 chercheurs, des unités de recherche, et on avait fait des choses intéressantes. En parallèle, j'ai été président de la Fédération des centres de lutte contre le cancer, président du comité du cancer. Enfin bon, je fais une carrière dans le cancer. Et puis, dans les années 2000, j'ai eu un premier virage qui m'a fait finalement réfléchir en me disant peut-être que je peux faire autre chose que diriger un centre de lutte contre le cancer, qui était une aventure dans l'association sportive de Saint-Étienne, qui est un club de football qui m'est cher. Et donc j'ai été porteur d'un projet de reprise de l'AS Saint-Étienne. Finalement, il n'a pas été pris, mais ça m'a fait retomber sur autre chose, parce qu'entre-temps, j'avais soutenu le député de ma circonscription, qui s'appelait Jean-Jacques Kérane, qui était ministre, qui était contre Millon, au moment où il y avait eu les histoires avec le Front National, où Le Pen était au deuxième tour. Donc je m'étais engagé contre le Front National, de façon claire. Et il m'avait demandé si je voulais aller avec lui à la région. J'avais dit non, puisque j'étais sur l'histoire du club de Saint-Étienne. Et quand, en décembre, le club de Saint-Étienne, ils ont pris un autre projet, il m'a rappelé. J'ai dit oui. Et 6 mois après, j'étais vice-président de la région Rhône-Alpes, ce qui n'était pas prévu au programme, chargé de la santé et du sport, deux de mes passions. J'y suis resté 8 ans. Entre-temps, on m'a demandé de venir à Lyon, dans un arrondissement qui n'avait jamais été gagné par la gauche, dans l'équipe de Gérard Collomb. Et j'avais comme adversaire le candidat à la mairie contre Collomb, qui était M. Perben. J'ai gagné au premier tour. Je suis resté 10 ans maire du 3e arrondissement, vice-président de la métropole. Entre-temps, j'ai été au conseil général. Enfin bon, j'ai fait une carrière politique. Et puis alors à un que moment... vous n'en aviez jamais fait avant. Non, pas du tout, mais je suis d'une famille où il y a quand même pas mal de gens qui en ont fait. Et puis au moment où j'avais envie de créer quelque chose, j'avais abandonné au bout de 20 ans la direction de Léon Bérard, je voulais faire quelque chose autour de cancer et environnement. Par le plus grand des hasards, on me propose l'Institut Curie, c'était fin 2013. Je vais vite, finalement ils m'ont choisi et ça fait bientôt 10 ans que je dirige l'Institut Curie. Donc on n'échappe pas à son destin, on peut faire des détours dans tous les sens. Je me retrouve quand même à diriger finalement un grand centre de lutte contre le cancer. Donc une vie professionnelle extrêmement remplie. Est-ce que, au milieu de
tout ça, vous avez rencontré la solitude des dirigeants dont on parle souvent. Est-ce qu'il y a des moments où... Pas tant que ça. Non, vous n'avez Pas pas tant que trouvé ça. le D'abord parce que costume j'ai trop une vie lourd à porter? familiale très solide. J'ai une femme qui est également médecin, donc qui comprend bien les choses. J'ai 4 enfants, maintenant 9 petits-enfants. Et j'ai toujours été entouré Oui. de gens à qui je faisais confiance. Parce que si j'ai fait beaucoup de choses à la fois, c'est probablement bien parce que entouré. je savais déléguer un certain nombre de choses, bien entouré. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi depuis très longtemps, donc ça doit être supportable. Voilà, donc non, je me suis jamais vraiment senti seul. La solitude de celui qui doit décider. Bon, la première fois où j'ai dû licencier quelqu'un, enfin, il y a des moments comme ça, un peu difficiles, mais non. Je ne peux pas dire que je me sois senti. Au contraire, je me suis toujours senti le chef d'un orchestre, avec toujours cette volonté d'être le chef d'orchestre, mais aussi de respecter les solistes en me disant, de toute façon, le violoniste, il jouera mieux que moi, le pianiste, il jouera mieux que moi. Moi, mon boulot, c'est faire en sorte que la musique soit harmonieuse. Mais il faut faire confiance aux solistes pour ça. Je me suis souvent demandé si les médecins étaient une population facile à gérer en tant que manager, là, parce que vous en avez... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans les centres anticancéreux, qui sont le seul exemple où finalement le patron est un médecin avec un administratif comme numéro 2, mais le patron est un médecin, dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. L'autre exemple, c'est les hôpitaux militaires. Oui. Ça marche plutôt bien aussi à ma connaissance. Donc moi, je crois que les médecins, ils ont quand même un certain recul, ils ont une vision souvent, et ils ont aussi l'expérience des difficultés. Parce que moi, j'ai eu une vie de 20 ans de médecin avant de me relancer dans la direction d'entreprise. Là, on est en face de gens. Moi, je faisais de la pédiatrie. La pédiatrie, c'est l'enfant qui est malade et les parents. Et les grands-parents, des fois. Donc, il faut arriver à maîtriser ses émotions, mais aussi à être capable de parler à la fois à un enfant qui a 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, ou 15 ans, et puis d'expliquer à des parents où il peut y avoir un des parents solide et l'autre qui ne l'est pas du tout. Je me suis d'ailleurs souvent demandé pourquoi il n'y a pas des cours de psychologie en médecine pour les médecins. Alors, c'est une très bonne question. Et il y a eu pendant un certain temps, parce que je suis aussi professeur de médecine, pendant un certain temps, il y avait des cours en première année qu'on appelait de culture générale. Et où on pouvait globalement proposer des cours. Et moi, je faisais 3 heures de cours sur breaking bad news. Annoncer une mauvaise nouvelle. C'est ça. Et moi, dans toutes mes études, je n'ai pas eu 1 heure où on m'a expliqué comment on annonçait une mauvaise nouvelle. Ce qui semble être une aberration. Une aberration absolue. Ils étaient passionnés. Les étudiants, quelquefois, je les rencontre dans la rue, m'en parlent encore de ce cours. Comment annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que c'est pas évident. Et c'est un métier. Oui. Et puis en plus, les médecins se blindent. Au bout d'un moment, ils ne s'en rendent pas compte de la portée de leurs mots parce qu'ils sont blindés, justement. Donc, alors moi, j'ai eu un livre qui m'a enfin fait mon éducation, qui s'appelle La décision médicale de Lucien Israël, qui était un professeur de médecine parisien. Et ce livre est assez extraordinaire parce qu'il y a une partie statistique. La décision, c'est un peu comme au bridge. Vous faites les impasses, vous ne faites pas les impasses. Enfin, c'est ça, sauf que vous la faites avec la vie des gens, des fois. Absolument. Mais il y a aussi dans ce bouquin un extraordinaire passage qui ressemble au portrait de la Bruyère. Le décideur pressé, le décideur hésitant, le décideur qui n'a pas le moral, enfin, etc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Plus très vite dans ma vie professionnelle, je crois que j'avais 30 ans, j'ai eu un beau-frère qui a eu un cancer sérieux, dont il s'est sorti d'ailleurs. Mais ça m'a complètement appris de l'autre côté, ce qu'on ne nous apprend jamais dans la famille, les interactions, les choses. Bien sûr. Là, donc, là, j'ai compris pas mal de choses qu'on ne m'avait jamais enseignées. Alors, on va parler de leadership, de charisme, de capacité à embarquer les foules. Est-ce que, selon vous, ça fait partie de l'acquis ou de l'inné? Je crois qu'il y a un petit peu d'inné. Mais pas égaux. Non, et qu'il y a un peu d'acquis. Alors, il se trouve effectivement que dans les équipes de foot, j'étais capitaine. À l'internat, j'étais souvent celui qui était le représentant des internes. Puis je me suis retrouvé quand même directeur du Centre Léon Bérard à 40 ans, parce que j'avais entraîné les jeunes derrière moi. Donc oui, je dois avoir
certain talent pour ça. Et vous pensez donc que vous êtes né avec ça, quoi. Ça fait partie de notre... Je ne sais pas, je suis né dans une famille où mon père était préfet. Mon grand-père était ministre. Bon, il y a tout un aspect de service public, si vous voulez, d'atavisme sur le service. Servir, qu'une vie, ça doit servir à quelque chose. Que la fameuse phrase d'Israéli on m'a beaucoup... vous savez, la vie est trop courte pour avoir le temps d'être petite. Bon, ça, j'ai tout ça en moi. D'autre côté, ma mère était médecin. Donc, donc vous avez mon vraiment grand-père maternel était médecin. Donc, oui, c'est pas complètement de l'atavisme. Il y a quand même des choses... Vous savez, on parle beaucoup d'épigénétique. Il y a quand même des choses qui ne sont pas au sens propre de la génétique. Mais il y a des choses qui viennent de votre éducation, bien sûr. Donc on va avancer dans le temps et on va vous imaginer à 98, 100 ans. Et vous êtes avec votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants. Et vous regardez dans le rétroviseur. Je pense que vous pouvez vous dire que vous avez une vie bien remplie, très utile. Oui, je crois que ce dont je serai le plus fier, c'est ce que j'ai fait à Lyon, au centre Léon Bérard, parce que j'ai transformé complètement ce centre, ne serait-ce qu'en termes d'immeubles. À Curie, pareil, je laisserai 2 hôpitaux neufs et puis, j'espère, un centre de recherche renouvelé. Je pense que j'ai fait bouger des choses. Après, on laisse chacun sa petite pierre. Hein. C'est plutôt le témoin du relais. Hein. Il y a un moment, il faut passer le relais. Vous avez fait votre relais le mieux que vous pouvez. Et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que, honnêtement, quand je passe devant le centre Léon Bérard à Lyon, oui, j'imagine légitimement. Oui, je me dis quand même, ça, c'est ce que j'ai fait. Et j'aimerais bien, dans 10 ans, si je suis encore vivant, passer à Curie et dire, tiens, quand même, ça, c'est pas mal. Donc ça serait à refaire, vous referiez tout pareil? Oui. Honnêtement, je ne vois pas à quel moment je changerais quelque chose. Mais moi, je pense qu'il y a eu une succession de hasards. Vous croyez au hasard? Je crois... Oui, à la chance, appelez ça comme vous voulez. Je crois beaucoup. Enfin, j'ai 2 phrases un peu clés, mais je les ai répétées à mes enfants, et, je ne sais pas combien de fois. La première, c'est dans la vie, le travail ne suffit pas. Il faut de la chance. Après, la chance, mais faut aller là. Si on veut saisir la chance, lorsqu'elle se présente, il faut beaucoup travailler. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai eu une succession de chances. Finalement, le fait qu'on ne m'ait pas pris à la Saint-Étienne, ça a été une chance. La rencontre avec Jean-Jacques Herrane, ça a été une chance. À un moment, j'étais très embêté parce qu'on m'avait proposé un poste de sénateur. Finalement, on ne me l'a pas donné. Mais ça a été une chance parce que ça m'a ouvert la porte de Curie. J'ai été collé à l'internat de Grenoble. Dans mon premier internat, j'étais catastrophé. Mais j'ai eu Lyon et j'ai fait une carrière à Lyon que je n'aurais jamais fait à Grenoble. Bon, oui, c'est une façon de transformer un négatif en positif. Mais la chance, il faut aller la chercher. Puis quand elle passe, faut la saisir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà, et puis il y a les circonstances. Hein, finalement, moi, j'ai jamais cherché, j'ai pas cherché à faire de la politique. Je me suis engagé à un moment donné devant une situation. Je n'ai pas cherché du tout à ce que ça m'amène à la vice-présidente de la région Rhône-Alpes ou à la mairie de Lyon. J'ai pas cherché à aller à Curie, on est venu me chercher. J'ai pas cherché à être directeur du centre à 40 ans. C'est une succession de circonstances. Voilà. Mais quand les circonstances arrivent, il faut aussi savoir, quand le train passe, il faut savoir rentrer dedans. C'est ça. Voilà. Et alors, Thierry, quelle est la part de votre intelligence émotionnelle dans vos relations avec les autres? Je devine la réponse, mais je préfère vous poser la question. Pour vous dire la vérité, je me suis posé la question pour savoir exactement ce que c'était. L'intelligence émotionnelle? Pour moi, si vous voulez, le début de ma carrière, c'est quand même d'avoir en face de soi quelqu'un à qui on annonce des mauvaises nouvelles, en général. Parce que les bonnes nouvelles, c'est pas très compliqué à annoncer. Tout va bien. C'est agréable. C'est pas ça qui est difficile. Sauf que je ne sais pas si c'est mon intelligence émotionnelle, mais j'ai toujours dominé les moments où j'annonçais des mauvaises nouvelles. J'ai souvent eu beaucoup de mal à dominer les bonnes. Ça m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux quand j'annonçais une bonne nouvelle. Je n'avais pas les larmes aux yeux en annonçant une mauvaise nouvelle parce que j'avais un certain recul. Et
cette intelligence, c'est soi, son émotion à soi qu'il faut contrôler. Parce que si à chaque fois que vous avez quelqu'un en face de vous, vous dites c'est mon enfant ou c'est mon père, ça ne va pas. Et d'un autre côté, il faut être capable de percevoir. Moi, je me rappelle le curé qui me dit oh, mais moi, vous pouvez me dire n'importe quoi, vous savez bien, j'ai peur de rien. Puis quand vous lui dites que c'est très grave, vous avez compris qu'il faut freiner, il faut mettre les pieds sur le frein à toute vitesse. Bien sûr. Donc voilà. Donc l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas parce que j'ai beaucoup d'intuition. D'intuition. Et d'instinct. Je perçois ça chez vous. Vous ne pourrez jamais être à la retraite, vous. C'est une question que je me pose. En tout cas, je vais arrêter l'Institut Curie l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Après, je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai déjà d'autres occupations que je compte continuer. Et je compte à la fois profiter de la vie. Il n'y a aucune raison de ne pas faire comme tout le monde, profiter de la vie, profiter des petits-enfants, peut-être même des arrière-petits-enfants, mais j'en ai qui ne vont pas tarder à arriver à cet âge-là. Par contre, oui, je continuerai à servir. Au fond, je n'ai pas envie de me retrouver inutile. Voilà, donc il y a l'associatif, qui est là pour... il y a largement de quoi s'occuper. De quoi s'occuper sans exagérer. J'ai adoré parler avec vous. Merci. J'ai trouvé cet entretien vraiment très, très riche et très profond. Merci Thierry. Merci à vous.